Bienvenue en Afrique de l'Ouest, à Lomé, la capitale du Togo. Dans ce pays, la moitié de la population active est sans emploi et la pauvreté reste omniprésente. C'est dans ce contexte qu'un dispositif unique permet aux populations d'exprimer leurs besoins en partenariat avec des structures locales. Ces projets sont ensuite financés par l'Agence des microprojets. Toutes les thématiques sont soutenues, mais la santé, l'éducation, l'agriculture et de plus en plus les énergies renouvelables sont plébiscitées. Je vous propose de découvrir plusieurs microprojets sur ces thématiques et d'en rencontrer l'ensemble des acteurs. C'est dans la région nord du Togo que se trouvent les communautés les plus pauvres, notamment dans les zones rurales. Cette situation découle des mauvais rendements agricoles dus aux conditions climatiques extrêmes et au manque d'outillage et d'infrastructures modernes. Ce sont principalement les femmes qui en subissent les conséquences. Elles sont souvent victimes de discrimination sociale et ce en raison des traditions. Certaines se retrouvent parfois exclues des communautés, comme certaines adolescentes qui, par manque de sensibilisation ou d'accès aux modes de contraception, tombent souvent enceintes. Un micro-projet sur la thématique de l'agriculture a été mis en place auprès d'un groupe de femmes vulnérables, à savoir 39 veuves et 21 filles mères. Je me rends donc à Kwaku pour rencontrer le responsable de ce projet, afin d'en comprendre le fonctionnement et les enjeux. Bonjour. Merci. Bonjour. Ah, monsieur Thierry. Tu vas bien? Oui, je vais bien et vous? Oui, impeccable. Pascal est le responsable de la mise en œuvre du projet et de son bon fonctionnement. Alors, dans le cadre de ce projet, nous avons mis en place 3 infrastructures pour les accueillir et les former. Nous avons construit un appartement amélioré où les femmes se retrouvent avec les formateurs pour la formation théorique, mais aussi se déroulent dans l'appartement amélioré des cours d'alphabétisation pour les femmes. D'accord. Bon, écoutez ici. Un épi. Au Togo, les inégalités hommes-femmes sont encore très présentes. Les femmes sont seulement 55% à savoir lire, contre 82% chez les hommes. Nous avons également mis en place un moulin à maïs qui permet aux femmes, quand elles quittent le soir des activités dans le centre de formation, qu'elles puissent s'y rendre pour moudre leur maïs, au lieu de parcourir des kilomètres dans la nuit. Donc, elles moulent le maïs avant de rentrer à la maison. Nous avons également un puits, un grand puits, où on y va pour piller de l'eau potable, parce que l'eau c'est la vie. Il y a des récoltes en ce moment? Il y a une activité là? Oui, voilà, il y a une activité actuellement qui se déroule. D'accord. C'est la récolte du riz. D'accord. Dans le bas-fond expérimental, où les femmes sont en train de travailler juste à côté. D'accord. Voilà. Tu penses qu'on peut aller visiter maintenant? Ouais. Ou il y a quelque chose qui se passe? Avec plaisir, on peut aller. Voilà. Bah, écoute, c'est parfait. Avec plaisir. Je te suis? Oui, bien, C'est venez. parti. Donc c'est par là? D'accord. À 200 mètres des structures se trouve un bas-fond de 5 hectares. Pascal m'explique qu'en ce moment, les femmes récoltent la dernière parcelle de riz. Grâce aux formations pratiques, elles ont pu acquérir la technique pour les différentes étapes agricoles. Bénéficiant de cours théoriques sur le maraîchage, elles peuvent superviser les récoltes de manière pérenne et autonome. Aujourd'hui, par exemple, le riz récolté ne servira que de semence pour la prochaine culture. Annuellement, les femmes récoltent plus de 144 kg de riz. Elles cultivent aussi le maïs, le sorgho, le soja, le misola ou encore l'arachide dont elles récupèrent l'huile afin de le combiner avec de l'eau et de l'acide caustique pour la fabrication de savon. Tous ces produits, en plus d'être destinés à leur propre consommation, leur permettent de gagner leur vie. Elles vont les vendre aux alentours, soit au bord des routes, à des endroits stratégiques entre les différents cantons, souvent appelés cabarets, soit directement dans les marchés. Dans la plupart des pays africains, les marchés représentent de véritables points névralgiques. Au Togo, 70% de l'économie locale se joue ici. Ces sites de transaction sont aussi des lieux sociaux attirant les communautés avoisinantes.
Cette concentration de la population provoque une quantité importante de déchets. À Yemboaté, ville frontière avec le Burkina Faso, Pascal nous montre un autre micro-projet qu'il supervise. Il s'agit de lutter contre l'insalubrité du marché local. Les lendemains des jours de marché, un groupe de 15 femmes masquées et vêtues de tuniques bleues vient prendre d'assaut les lieux. Elles sont à l'origine de ce projet d'assainissement qui vise en premier lieu le traitement des déchets. Grâce aux aides financières, elles ont pu recevoir des formations sur des techniques de recyclage et construire des fosses leur permettant de trier les déchets. Par exemple, les ordures biodégradables sont sélectionnées afin de faire du compost. Ainsi, elles peuvent s'en servir pour leur propre culture d'oignons et de tomates. De septembre à mai, la récolte produit 2 sacs de 100 kg d'oignons en moyenne par femme. Production qu'elles revendent ensuite directement sur le marché de Yemboaté. Les ordures non biodégradables sont utilisées à d'autres fins. Les femmes nous ont demandé de les former, de renforcer leur capacité en technique de recyclage de ce plastique-là en sacoche. Donc ces femmes qui font le tri, finalement, elles vont être aussi incluses dans une formation qui va permettre de faire du tissage avec ces déchets recyclables. Avec ces déchets recyclables. Et ça, ce sera encore l'occasion de leur ajouter une source de revenus d'argent. Voilà. Et puis là, on voit qu'on a, ça c'est une semelle de sandales. Ça, ce n'est pas réutilisable. C'est réutilisable. C'est réutilisable. C'est réutilisable. C'est-à-dire? Voilà. Ça, on va le morceler en petits carreaux là. Oui. Qu'on va lier. On lie. Qu'on dépose devant les portes d'entrée. Des tapis d'entrée. Des tapis en quelque sorte. Vous venez, vous essuyez les chaussures avant de rentrer dans la chambre. Donc des paillassons. Voilà, justement, des paillassons. En plus du recyclage des déchets, le projet a prévu la construction de latrines aux abords du marché. Cela permet d'obtenir à la fois une autre source d'engrais naturels, mais aussi et surtout d'améliorer les questions d'hygiène et de santé. Le fait que les usagers du marché fassent leurs besoins dans la nature à proximité était devenu une source de prolifération de maladies graves. Les mouches, qui faisaient le lien entre les excréments et les produits de consommation, augmentent le développement de maladies graves comme le choléra ou la typhoïde. Au nord du Togo, dans les zones reculées, les infrastructures sanitaires ne bénéficient que trop peu de l'appui de l'État, ce qui fragilise l'accès aux soins des populations. Je décide de me rendre à Boadé, dans la région la plus isolée du nord du Togo, enclavée entre le Ghana et le Burkina Faso, afin de visiter un micro-projet ayant pour objectif l'amélioration des conditions d'accueil et de fonctionnement d'un dispensaire. Ce centre de santé est le principal lieu d'accès aux soins du canton, réunissant une population composée de plus de 7000 habitants. Il propose des consultations, la vente de médicaments et des soins quand les blessures ne nécessitent pas d'opérations trop lourdes. Le centre de santé permet également aux habitants de se faire vacciner contre les morsures de reptiles, très fréquentes dans la région, mais aussi contre la méningite, l'hépatite, le choléra, ainsi que d'autres maladies endémiques graves. Ce centre accueille également une maternité en prenant en charge les accouchements avec un suivi des nouveau-nés tout au long de leurs premières années. Malgré tout, la demande en vaccins reste élevée et leur stockage reste un problème crucial. Les accouchements de nuit, par exemple, étaient très délicats car ils n'étaient éclairés qu'à la bougie. Le micro-projet a consisté à mettre en place des panneaux solaires permettant l'alimentation d'un réfrigérateur avec l'objectif de conserver les médicaments et les vaccins à bonne température. L'électricité, enfin disponible 24 heures sur 24, permet à la sage-femme de travailler dans de meilleures conditions lors des accouchements et bien sûr particulièrement la nuit. Depuis l'installation des panneaux solaires, la fréquentation du centre a été multipliée par 2. Les accouchements à domicile, qui se déroulaient dans des conditions d'hygiène précaires, ont également été réduits de 60%. En parallèle, il a été possible d'électrifier les logements du personnel médical afin qu'ils aient accès à de meilleures conditions de vie, et ainsi les encourager à rester travailler dans cette région isolée plutôt que de migrer en ville.
Finalement, c'est donc l'ensemble de la communauté de cette région qui bénéficie du microprojet. Avec une moyenne de plus de 243 jours d'ensoleillement par an au Togo, l'accès à l'énergie photovoltaïque est une opportunité pour l'ensemble du territoire. Dans la région sud-ouest du pays, à Yeviépé, des panneaux solaires sont justement l'une des composantes d'un microprojet. Celui-ci a eu pour vocation de construire une bibliothèque accessible à l'ensemble de la population. En 2002, des jeunes de Yeviépé ont décidé d'entreprendre la construction d'une bibliothèque pour leur communauté. L'idée était de faciliter l'accès aux livres et à d'autres sources d'informations, comme l'accès à Internet. Ce projet était destiné aux élèves de l'école primaire et du collège de Yeviépé, leur évitant de parcourir 12 km les séparant de la bibliothèque la plus proche. Malheureusement, les dons s'avérèrent insuffisants, la construction s'arrêta et les années passèrent. C'est finalement en 2011 qu'un des jeunes se voit nommé chef du village de Yeviépé. Il a alors 31 ans. Il mettra toute son énergie en œuvre pour achever son projet. À travers le crowdfunding et le financement de l'agence des microprojets, le projet redémarre. C'est en juillet 2016 que les travaux s'achèvent et que la bibliothèque ouvre enfin ses portes. Félix, c'est ça? Oui, c'est Félix. Enchanté Thierry. Enchanté. L'un des enjeux de cette bibliothèque était de pouvoir être alimenté en électricité de façon durable. Grâce aux panneaux solaires, aucun frais d'électricité n'est à prévoir, seulement l'entretien se traduisant par 2 visites de contrôle annuelles pour un montant de 20 000 francs CFA. En plus de l'éclairage, l'énergie solaire permet d'alimenter la bureautique destinée au personnel du centre. Les écoliers et collégiens peuvent maintenant accéder à des ouvrages pédagogiques. Les professeurs ont même décidé d'organiser des heures d'études directement au sein de la bibliothèque. Celle-ci propose également des jeux de société, des animations et à terme des projections de films et documentaires culturels en extérieur. Cette bibliothèque est devenue un point névralgique du village et dépend du système éducatif de l'école et du collège de Yeviépé, regroupant environ 400 élèves. Au Togo, près de la moitié de la population est âgée de moins de 18 ans. L'amélioration de l'éducation reste une des conditions essentielles à la réduction de la pauvreté. Mais dans de nombreuses régions isolées, les infrastructures manquent et pénalisent les communautés. À Tagbadza, un microprojet a justement eu pour objectif la réfection d'une école primaire et son autonomie. Ouvrez. Fixe. Repos. Garde à vous. Repos. Attention. Attention aux couleurs. Montez. Bonjour Richard. Bonjour Thierry. Ça va bien? Ça va? Ouais. Richard a supervisé la logistique et l'organisation des travaux. Donc on est à Tagbadza. Oui, Tawadja. C'est ici qu'a été mis en place le projet. Tu peux m'en parler un petit peu? Oui, le projet école est mis en place à Tawadja. Ce projet consiste à créer une petite école pour la communauté. L'école la plus proche se trouve à 5 km d'ici. Donc l'initiative a commencé avec la communauté et petit à petit les amis ont aidé à mettre en place le bâtiment, mais ce bâtiment n'était pas achevé. C'est à partir de 2014 qu'on a reçu un financement de l'ANP qui nous a permis de faire la réfection totale de l'école, qui consiste à mettre les claustras, Ces ouvertures. les ouvertures pour que les salles soient bien aérées, mais protéger les enfants contre le soleil et les coups de pluie, à mettre les portes métalliques, à mettre la peinture, et les tableaux, les bureaux pour les enseignants et fabriquer 17 bancs pour les élèves. Donc il y a eu aussi une gestion de l'eau, hein, c'est ça? Oui, il y a un réservoir d'eau de 5000 litres
qui permet de leur donner de l'eau. Et l'eau est récupérée de la pluie, je crois. L'eau est récupérée de C'est la de la pluie. récupération. Oui, c'est pourquoi on a mis la gouttière, une gouttière tout le long du bâtiment et pour récupérer l'eau. Donc la réfection de l'école, Oui. une partie récupération de l'eau, puis Il y a la latrine, les latrines à double entrée, une pour les filles et une pour les garçons. L'absence de latrines dans l'école obligeait les enfants et les enseignants à faire leurs besoins aux alentours. Cela entraînait d'une part des problèmes sanitaires et environnementaux, et d'autre part un sentiment de honte et d'humiliation particulièrement pénalisant chez les jeunes filles lors de leurs premières règles, engendrant l'absentéisme et parfois même l'abandon. Malgré la réfection de l'école, d'autres problèmes sont à résoudre. Comment motiver les professeurs à s'engager dans leur métier sans recevoir aucun revenu ? Comment entretenir les infrastructures face aux intempéries sur le long terme ? À quelques minutes à pied, Richard m'emmène visiter la deuxième étape du micro-projet en cours de réalisation, celle-ci consistant à la construction d'une porcherie. À Tagbadza, la population vit essentiellement de l'agriculture et de l'élevage. Ainsi, une fois les travaux finis, la porcherie pourra être gérée par ses habitants. La vente de porc permettra de générer une source de revenus dont une partie conséquente sera dédiée à l'autonomie financière de l'école. On va mettre les deux truies et puis on verra le mâle pour la production de 60 petits pour un an. Il y a le champ pour la production d'aliments, champ de manioc, de soja, et puis les excréments des animaux permettront de fertiliser le sol. D'accord, donc en plus il y aura l'utilisation Rotative de la production. des porcs pour faire de l'engrais aussi pour les champs. Oui, voilà. D'accord. Lors de mon passage, les travaux de la porcherie étaient en phase finale. Quelques semaines plus tard, Richard m'envoya un email pour m'annoncer le début des activités avec la naissance des 7 premiers porcelets. Après les premières années passées au sein de l'école et du collège, les jeunes ont rarement l'opportunité d'aborder des études secondaires et doivent souvent faire preuve de débrouille pour gagner leur vie. Lorsqu'il est question de mécanique, les jeunes Togolais sont des experts. Ils ont développé une ingéniosité et un savoir-faire qui, pour certains, leur permet de développer leur propre garage. Mais depuis quelques années, avec l'essor des nouvelles technologies, les véhicules qui arrivent exclusivement d'Europe sont de plus en plus bardés d'électronique, ce qui handicape considérablement les mécaniciens sur l'ensemble du pays. À 25 km au nord de la capitale, je me rends au niveau d'Adétikopé pour visiter le dernier micro-projet, un garage-école. Le Togo est traversé du nord au sud par une seule route goudronnée. C'est aux abords de cet axe stratégique que s'élève un bâtiment de 2 étages. Un panneau informe la présence d'un garage, mais celui-ci a une particularité singulière, c'est un garage-école. Il y a 3 ans, j'étais déjà venu voir l'avancée des travaux de ce micro-projet qui m'avait particulièrement intrigué. Il avait l'ambitieux et passionnant objectif d'améliorer la situation des petits garagistes démunis devant la révolution des nouvelles technologies, mais aussi de devenir un lieu de mutualisation des savoir-faire et des outillages modernes. 3 ans plus tard, je redécouvre le lieu, mais cette fois-ci, il est bien en pleine activité. 3 personnes y travaillent à temps plein et y vivent. 2 garagistes togolais et un jeune garagiste français, Johan. Johan a été engagé en contrat de volontariat de solidarité internationale pour 1 an afin d'apporter une plus-value avec son expertise acquise en France sur les nouvelles technologies. Il est là notamment pour les former sur l'électronique, domaine dans lequel les garagistes bénéficiaires doivent tout apprendre. Grâce au financement, le garage a pu investir dans des outils et du matériel de haute qualité. Concrètement, les garagistes peuvent entreprendre avec une meilleure efficacité les réparations, mais aussi les diagnostics avec une tablette dédiée. La société Lunch a mis un logiciel qui nous permet de dialoguer avec les véhicules pour connaître tout ce qui est panne ou alors même tout ce qu'on appelle nous chez nous les mesures paramètres. C'est-à-dire temps d'injection, vitesse de rotation du moteur. Donc cet appareil nous permet de lire ça et de lire les défauts qui ont été enregistrés dans les calculateurs.
Donc tu reçois des données de la voiture Oui, que la tablette va te permettre d'analyser oui. et ensuite tu peux aussi la régler. Et en plus, on peut faire certains réglages dessus. Oui. Des réglages d'injection par exemple, Réglage d'injection par exemple. de moteur. Oui. Donc tout ça pareil, appareillage électronique, voiture électronique, outil indispensable. Outil indispensable non, mais qui nous facilite le travail énormément. D'accord. Ça c'est un appareillage, une mallette, ça coûte à peu près combien ça? Ça coûte dans les environs 3 500 €. D'accord. Et tout ce qu'on voit là, c'est des petits accessoires, ça sert à quoi? Ça oui, tout ça c'est des câbles, donc vous voyez ici, Toyota, Chrysler, Mazda, c'est tous les connecteurs en fonction des marques, Mercedes, BMW, c'est tous les connecteurs en fonction des marques. Et tu commences à former un petit peu les autres garages à utiliser ces systèmes? Pour l'instant on n'a pas commencé de formation, mais on a commencé avec le CRETFP de Lomé, ce qui correspond au CFA chez nous. D'accord, Oui, ce qui veut dire? C'est un organisme? Non, c'est le centre de formation des apprentis. Des apprentis? Oui, D'accord. à Lomé. Donc eux sont en train d'être formés? Oui. D'ailleurs on a rendez-vous jeudi et vendredi avec eux pour faire une formation. Donc c'est en train de se développer? Donc c'est en train de se développer, ça c'est génial. Grâce à ce garage école, 25 apprentis ont déjà pu être formés sur les nouveaux systèmes électroniques des voitures. Et plus de 200 véhicules ont été réparés. Ah non, 200 plus un véhicule. Effectivement, j'ai le droit à une petite réparation pour finir les derniers kilomètres qui me séparent de la capitale. Finalement, ce que l'on constate sur les micro-projets, c'est que ce ne sont pas que de simples projets, mais tout un écosystème vertueux qui est mis en place autour du projet et qui va permettre aux communautés de se développer, comme par exemple des activités génératrices de revenus qui visent à une autonomie financière très rapidement. Ce qui est aussi très important, c'est toute cette communauté qui est fédérée autour des micro-projets, que ce soit les acteurs, les porteurs de projets ou les bénéficiaires, tous peuvent échanger sur les bonnes pratiques et sur la façon de démultiplier ces micro-projets dans les villages, dans les régions et à travers le monde.